Bonsoir Pierre-André et merci d'être avec nous ce soir. Je suis vraiment ravi de t'accueillir dans cet épisode 10 de l'émission pour évoquer la question de l'hôpital. Bonjour Thomas, Donc merci toi, pour tu es l'invitation. sociologue et tu as écrit un livre qui s'appelle La casse du siècle, que tu as coécrit avec Fanny Vincent et Frédéric Pierru aux éditions Raison d'agir, d'ailleurs que j'invite à lire parce qu'il est très intéressant. Et tu reviens dessus sur les choix politiques qui ont été faits ces dernières années et qui ont amené à la casse de l'hôpital public. Alors aujourd'hui, on est après à peu près 6 semaines de confinement. La date du 11 mai elle se rapproche, c'est lundi prochain. Moi, j'ai une question simple. Aujourd'hui, on se rend compte que le système hospitalier, finalement, il a quand même tenu. Et j'ai regardé une récente étude de l'OCDE dit qu'on consacre un peu plus de 11% de notre part du PIB à la santé, ce qui est la part la plus importante de l'Union européenne. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable dans cette question. Est-ce que notre système de santé, il est si fragile que ça, en fait? Alors deux éléments de réponse sur ce chiffre de l'OCDE. Effectivement, alors, il y a un enjeu à toujours prendre les chiffres avec distance et à les manier avec précaution. Ce qui est sûr, c'est que quand on prend ces chiffres dans leur totalité, ce dont on se rend compte, c'est que la France se situe en fait plus dans la moyenne des pays européens qu'en haut d'un classement, puisque grosso modo, la plupart de ces pays ont leurs dépenses de santé qui sont comprises entre 10,4 et 12,4% du PIB. La France est à un peu plus de 11. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, ce qui est intéressant, c'est de rentrer un petit peu dans le détail, et les chiffres de l'OCDE le font un petit peu, c'est qu'il y a une part des dépenses qu'on appelle une part publique des dépenses, donc qui sont payées par l'assurance maladie en France, et il y a une part privée que nous payons directement de notre poche pour les produits, par exemple, qui ne sont pas remboursés ou via des complémentaires santé. Et là-dessus, la France, en part de dépenses publiques, et là, ce sont les chiffres de 2016 de l'OCDE qui le disent, elle dépense moins d'argent en proportion de son PIB que des pays comme la Suède, la Norvège, le Danemark et même l'Allemagne. Donc, autrement dit, on n'est pas si dispendieux que ça, contrairement à ce que certains ou certaines voudraient laisser croire. Sur la question du système hospitalier qui a tenu, c'est une question qui est très importante effectivement parce qu'il y a un effet de temporalité qui est très piégeux. C'est-à-dire qu'on a tendance, et le gouvernement essaye de présenter les choses ainsi, et c'est de bonne guerre, on a tendance à dire que le système a tenu, mais en fait il a tenu entre le 17 mars et le 11 mai, c'est-à-dire sur la période de confinement, puisqu'on a transformé l'hôpital en une organisation quasiment monotâche, c'est-à-dire une organisation qui prenait en charge le Covid-19. Il y a eu une déprogrammation massive de tout un tas d'activités médicales qui font qu'il y a eu beaucoup de territoires. Nous, on a commencé à lancer une enquête avec des collègues de mon laboratoire, le CERMES 3, et il y a beaucoup de soignants dans des territoires en France qui nous disent presque qu'ils s'ennuient, ils se sont ennuyés pendant cette période parce que l'activité a été déprogrammée et la vague qui était censée arriver, par exemple en Bretagne, en Isère, n'est pas arrivée. Et donc, sur cette période, oui, l'hôpital a tenu. La grande question et la grande inquiétude que les professionnels de santé ont et qu'on peut avoir avec eux, ce sont les mois qui viennent, c'est-à-dire le moment où non seulement la filière Covid va demeurer à l'hôpital, parce que le virus va probablement continuer de se propager, on ne sait pas encore dans quelle proportion, mais il est possible qu'il y ait encore des contaminations, donc il faut maintenir une filière Covid à l'hôpital, ce qui suppose quand même des règles assez strictes, enfin, et beaucoup d'attention. Et en même temps, le retour de l'activité, celle qui avait été déprogrammée, de l'activité qui a été retardée, et il y a beaucoup de pathologies cardiovasculaires, cancers, psychiatriques, où en fait il y a une aggravation de l'état de santé des personnes, et on va retrouver l'hôpital d'avant, aggravé par le retard de prise en charge, plus la mise en place d'une filière Covid. Et donc, notre système de santé, c'est dans les mois qui viennent qu'on va pouvoir juger de sa qualité, et on peut avoir des inquiétudes. Donc tu as dit l'hôpital a été quasiment monotâche sur les dernières semaines, puisqu'on a traité que, entre guillemets, les cas de Covid-19 et on a retardé tout le reste. Il y a un élément qui a été central. On a souvent entendu les médias nous faire le décompte des lits de réanimation, des places disponibles. Parce qu'on a vu qu'on en a manqué de places de réanimation et de lits de réanimation, est-ce que c'est un des marqueurs des politiques d'austérité qui ont été menées à l'hôpital public? Ou est-ce que, comme le dit ou tente de l'exprimer Emmanuel Macron, c'est le fait qu'on ne pouvait pas prévoir une crise d'une telle ampleur et qu'en vérité, malgré n'importe quelle décision politique, on ne pouvait pas affronter ça de manière sereine? Bon, alors là aussi, c'est un petit peu compliqué, et le maniement des chiffres est assez périlleux. Ça serait trop rapide de dire qu'on aurait dû disposer des 15 000 lits de réanimation
en amont de la crise, ça ne serait évidemment pas sérieux. Par contre, de dire que proportionnellement, on aurait pu disposer de plus de lits de réanimation, ça, beaucoup de professionnels de santé et de réanimateurs le disent. On a fermé des lits. Et plus largement, effectivement, cette question de la fermeture des lits, elle est très emblématique des transformations de l'hôpital public ces dernières années, et notamment ces 20 dernières années, avec une augmentation demandée aux hôpitaux de productivité, donc autrement dit de soigner toujours plus avec de moins en moins de moyens, ce qui se traduit par la fermeture de lits. Nous, on avait mobilisé avec Fanny Vincent et Frédéric Pierru dans le livre qu'on a écrit et que tu citais, on mobilise une étude qui montre qu'on a quand même perdu plusieurs dizaines de milliers de lits ces dernières années, 40 000 lits depuis 2013, alors que l'activité, elle, ne stagne pas, elle ne diminue pas, elle augmente, l'activité de l'hôpital public. On a une activité qui a beaucoup augmenté aussi au début des années 2000, sans compensation en termes de recrutement. Donc, on a un hôpital public qui a moins de lits, qui a une augmentation du nombre de personnel et de moyens, mais qui est sans commune mesure avec l'augmentation de l'activité. Et ce qui est important de voir sur ces politiques-là de ces dernières années, c'est qu'il y a une logique qui a été au cœur des politiques publiques, qui est celle de l'optimisation à tout crin des établissements de santé. C'est-à-dire qu'il fallait que les lits soient sans cesse occupés. Donc, il y a un indicateur qui a été créé pour ça, qui s'appelle le taux d'occupation des lits. Il fallait que la durée de séjour que les patients rentrent systématiquement dans la durée moyenne de séjour. Et autrement dit, il fallait, pour le faire simple, que les hôpitaux tournent à plein régime. De la même façon qu'il faut surbooker un train ou un avion pour qu'il soit rentable, il fallait surbooker les hôpitaux. Et évidemment, au moment où survient une crise sanitaire comme celle qu'on est en train de vivre, cette logique de l'optimisation et du surbooking, elle pose un certain nombre de problèmes. On va revenir après sur la question de la rentabilité, mais j'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur les fameux experts, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Et on a vu notamment Roselyne Bachelot faire le tour des plateaux télé et radio pour expliquer qu'à l'époque, elle avait alerté, elle, sur la question des masques. Et presque, c'était l'éventail de la défense de l'hôpital public, alors que quand on regarde un peu dans le détail, je crois qu'elle a porté une loi qui a mis quand même un coup assez fatal à l'hôpital public. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que c'est assez dangereux de voir ces gens-là qui se présentent comme ceux qui ont les solutions de demain, alors qu'ils sont à l'origine de pas mal de problèmes. Oui, effectivement. Donc, Roselyne Bachelot, elle a été ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy. Et sur la période 2007-2010, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, qui ont contribué à fragiliser l'hôpital public. Ce ne sont pas ces seules mesures-là qui ont fragilisé l'institution de santé, mais elles y ont durablement contribué. Plusieurs éléments. D'abord, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qu'on connaît bien. Donc là, il y a eu tout un tas de travaux à l'époque, notamment ceux de Frédéric Pierru, sur la façon dont cette loi a rendu de plus en plus présents les cabinets de conseil. Et la logique néolibérale au sein de l'hôpital public. C'est un moment où les professionnels de santé manifestent pour contester la suppression de postes. C'est un moment où on étend, là c'est un petit peu plus technique, mais où on étend la tarification à l'activité, alors qu'elle n'était que partielle jusqu'à 2007. La tarification à l'activité, c'est ce mécanisme qui fait que les hôpitaux sont rémunérés à la rentabilité, si je veux le dire très rapidement. Et c'est aussi un moment où, et là c'est aussi assez technique, mais c'est très important, où on promeut ce qu'on appelle la convergence tarifaire. Et la convergence tarifaire, c'est une idée qui veut que le public et le privé doivent être rémunérés de la même façon. Et c'est une idée qui est déjà présente en amont de 2007, mais qui va être accélérée, qui va voir une accélération à partir de 2007, et notamment du fait du lobby des représentants des cliniques privées lucratives. Et là, cette convergence tarifaire entre public et privé, Roselyne Bachelot est ministre à ce moment-là. Et donc, effectivement, ce sont des années où l'hôpital public est encore plus fragilisé. Tu parlais tout à l'heure justement de cette question de rentabilité. Tu l'évoques beaucoup dans le livre que tu as coécrit sur la transformation de l'hôpital en une machine à être rentable, à faire du fric, alors que ça ne doit pas être l'objectif. Ça date depuis quand en réalité ces choix politiques qui sont imposés à l'hôpital, et quelles sont les conséquences pour à la fois les personnels et pour les soignants? Alors, la notion de rentabilité à l'hôpital, elle est assez récente. C'est-à-dire que l'hôpital ait toujours été une institution coûteuse, ça, c'est un fait. Les historiens de la santé et les historiens de l'hôpital le montrent assez bien. Il y a toujours eu une préoccupation budgétaire autour des établissements de santé, puisque le terme hôpital, pareil, pas collé à toutes les périodes historiques. Mais l'idée de rentabilité, elle est assez récente et elle surgit effectivement donc, au début des années 2000,
avec la mise en place de cet outil de rémunération, de financement des hôpitaux qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. L'idée, elle est assez simple au départ. Elle est de dire les hôpitaux produisent un certain nombre de séjours, on va mettre des tarifs pour chacun de ces types de séjours, et en fonction du nombre de séjours produits par les hôpitaux, eh bien, ils se verront verser une recette fonction de leur activité. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'activités qui vont être très mal tarifées, volontairement ou involontairement, notamment les maladies chroniques, et qui font qu'il y a beaucoup de patients qui vont devenir des patients trop coûteux. C'est-à-dire que le tarif de leur prise en charge ne va pas compenser le coût de leur prise en charge. Et donc, les hôpitaux vont être obligés de réaliser des économies à droite, à gauche, de supprimer des lits, d'embaucher moins de personnel. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec une dégradation des conditions de prise en charge. Cette crise, elle a aussi été marquée par une pénurie de différentes choses. On a parlé évidemment des tests et des masques. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur la question des médicaments, puisque j'ai été frappé, je crois, comme de nombreux Français, par le fait qu'on s'est retrouvé dans des hôpitaux, dans des situations où des médecins alertaient, où on était en pénurie de médicaments pour soigner les personnes qui étaient en réanimation et frappées par le Covid-19. Comment aujourd'hui la France, qui est quand même la sixième puissance économique mondiale, elle est arrivée à une situation où on est en pénurie de médicaments, et comment il faudrait faire de même pour éviter que ça se reproduise, parce que ça peut avoir des conséquences, j'imagine, extrêmement graves. Oui, tout à fait. Alors, il y a un premier point qui est très important et qui consiste à déconstruire un petit peu le discours qui a été tenu par les pouvoirs publics depuis le début de la crise sur le caractère imprévisible de cette situation de manque ou de pénurie. On a beaucoup entendu ce discours qui a consisté à dire qu'on ne pouvait pas prévoir ce virus, qu'on ne pouvait pas anticiper son ampleur et que donc tous les pays étaient logés à la même enseigne face aux besoins de matériel de santé ou de médicaments. Il faut le déconstruire parce que la question de la pénurie des médicaments et des difficultés d'approvisionnement, elle est soulignée, non seulement elle était prévisible, mais elle est documentée et analysée depuis des années et des années. Il y a un petit livre qui est paru il n'y a pas très longtemps par Philippe Abécassi et Nathalie Coutinet sur l'économie du médicament, où ils reviennent sur les alertes en partie de l'Agence nationale de sécurité du médicament, sur le risque de rupture de stock, notamment de ce qu'on appelle les principes actifs, c'est-à-dire les composantes des médicaments. Et ils expliquent qu'en fait, ça fait des années que l'ANSM alerte sur ces risques et même sur l'augmentation de rupture de stock, de plusieurs dizaines jusqu'à plusieurs centaines de ruptures de stock. Donc, on sait qu'il y a des risques. L'analyse que eux, ils en font, elle est de dire qu'en fait, cette pénurie, elle est aussi très liée, et elle est très liée en fait à la question du mode de production et de la chaîne de production. Et depuis des années, l'industrie pharmaceutique, pour diminuer ses coûts de production, a externalisé, délocalisé une partie de la production, notamment de ses principes actifs. Et ce qui fait qu'effectivement, quand survient une crise sanitaire, on est dépendant de pays producteurs. Et ce qui s'est passé avec notamment le cas de l'Inde, qui a très vite pris des mesures pour limiter l'exportation de produits thérapeutiques. Et il a fallu que le ministre de la Santé français, Olivier Véran, appelle son homologue indien pour négocier des exportations de médicaments. Et effectivement, à plus long terme, c'est très inquiétant. Et donc, il y a plusieurs pistes qui s'ouvrent et qui doivent être l'objet de débats démocratiques importants. Il y a une première piste qui est celle probablement défendue par Emmanuel Macron, qui est celle de faire revenir des entreprises, enfin des sites de production en France et en Europe. Sanofi a déjà commencé, mais à quel prix, ça on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il va évidemment y avoir derrière probablement des incitations fiscales fortes qui vont accompagner le retour de ces sites de production, avec l'argument de on va créer des emplois, on va recréer de la sécurité sanitaire, donc ça a quand même un coût qu'il faut être capable de payer. Et il y a d'autres acteurs, notamment l'Observatoire pour la transparence des politiques du médicament, qui eux, alors ils mentionnent cette idée-là, mais l'idée de sites publics de production français. Donc une forme de nationalisation de la production du médicament. Et ça va être un débat très très important dans les années qui viennent parce qu'on sait que des pandémies et des besoins en médicaments vont à nouveau se présenter. Il y a un autre élément qui a marqué dans cette période, puisqu'on a beaucoup mis en avant l'hôpital public, les soignants, on les a remerciés. Les discours des différents ministres et du président sont dithyrambiques sur des personnes qu'ils ont ignorées quand même pendant plusieurs semaines dans des mobilisations massives. Et pourtant, on a eu le directeur de l'ARS qui a maintenu une position publique en disant qu'il assumait le fait de supprimer des postes au CHU de Nancy. Dans la foulée, il a été limogé par le gouvernement. Mais après, quand on regarde un territoire, on voit qu'il y a des différents projets de restructuration qui sont toujours à l'ordre du jour, qui sont pour le moment un peu gelés
mais jamais abandonner totalement. Est-ce qu'il n'existe pas une crainte que le monde d'après, je dirais, pour l'hôpital public, il soit pire que celui d'avant, en fait? Il y a une crainte, elle est réelle pour les professionnels de santé avec qui on échange et auprès desquels on enquête. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, le président de la République a tenu à plusieurs reprises des discours en apparence assez surprenants, consistant à dire que la santé devait être mise pour partie hors marché, que l'hôpital public était un bien précieux, qu'il allait y avoir un plan. Alors, l'expression très précise, je crois que c'est un plan massif, un plan d'investissement pour l'hôpital public. Bref, des discours qui ont un peu tranché effectivement avec ce qu'on a pu voir depuis 2 ans, puisque depuis 2017, et notamment depuis 1 an, puisqu'il y a un mouvement de grève qui a été initié par le collectif Interurgence, prolongé par le collectif Interhôpitaux depuis plus d'1 an maintenant, auquel il n'y a jamais vraiment eu de réponse substantielle. Donc on peut douter du discours qui est tenu, d'autant plus qu'en novembre dernier, il avait déjà tenu ce type de discours et ça n'avait pas été suivi d'effet. Là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut évidemment pas prévoir ce que va faire le gouvernement pour l'hôpital public. Ce qui est sûr, c'est que, ce qui est important de rappeler, ce sont les revendications des collectifs dont je parlais. Ces 3 revendications qui sont très simples: la réouverture de lits dans beaucoup de services où c'est nécessaire, l'embauche de personnel pour décharger la pression sur les soignants et l'augmentation des salaires les plus bas. Et ces 3 conditions, pour l'instant, elles n'ont pas été remplies par le gouvernement, ni il y a 1 an, ni dans son plan d'urgence de novembre dernier. Et dans les discours qui sont portés à l'heure actuelle, il n'y a aucun indice qui tend à indiquer que ces 3 revendications se verront adresser une réponse favorable. Donc, il faut rester effectivement très, très, très prudent. Tu l'as souligné, les personnels de santé étaient ultra mobilisés. C'est quand même assez impressionnant, une mobilisation de cette ampleur sur une durée extrêmement longue. Et pourtant, il n'y a jamais eu de réponse. Et aujourd'hui, on entend le fameux discours sur les primes qui, en plus, vont être versées à des montants différents selon les personnels de santé. Donc, toi, tu es en contact sûrement avec ces personnels-là. Comment ils reçoivent ces annonces du gouvernement sur les primes? Et est-ce que c'est de nature à calmer la colère qui était, je crois que tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que c'est de nature à calmer la colère qui était quand même violente depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois? Bon, la réponse est assez simple à formuler, c'est non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà eu une première réponse de ce type-là qui a été donnée donc en novembre dernier, au moment où Édouard Philippe et Agnès Buzyn ont présenté un plan d'urgence pour l'hôpital public, en reconnaissant, et ça c'était quand même très important, en reconnaissant l'état délabré de l'hôpital public, donc en partageant le diagnostic des collectifs qui sont mobilisés. Et ce plan d'urgence comprenait déjà des primes. À l'époque, dans les entretiens réalisés avec les professionnels de santé, les primes étaient de l'ordre de 20 euros par mois, par exemple, pour les personnes hors Île-de-France. Et donc, moi, je discutais avec des personnels paramédicaux, donc infirmières, aides-soignantes, qui disaient en fait 20 euros par mois, ça ne change absolument rien à mon quotidien. Et si vraiment on veut inciter les gens à entrer dans la fonction publique hospitalière ou à entrer à l'hôpital, ce n'est pas avec 20 euros par mois en plus qu'on va y arriver, sachant qu'en plus, encore une fois, la revendication première de ces collectifs, ce ne sont pas les salaires, ce sont les conditions de travail et les conditions de soins. Les salaires sont présents parce qu'ils sont très très bas et parmi les plus bas des pays européens, mais ce n'est pas la première des revendications. Et sur la prime qui est annoncée, non seulement elle ne répond pas du tout à leurs attentes, parce que au mieux, ils toucheront 1 500 euros en une fois. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera un one-shot. C'est-à-dire que si vraiment, moi j'avais fait le calcul, je crois que si on répartit les 1 500 euros sur 8 ans, ça fait 15 euros par mois en plus. Donc, si on met les 1 500 euros de côté, on peut s'offrir une augmentation de 15 euros par mois. Donc, c'est absolument dérisoire. Et surtout, en fait, ce que le gouvernement fait semblant de ne pas comprendre, c'est que les personnels de santé ne veulent pas de primes. Ils veulent des augmentations de salaire. Et ils veulent des augmentations de salaire qui soient pérennes et qui soient garanties. Parce qu'une prime, et ça, tout le monde le comprendra, elle va être fonction de l'état des finances des hôpitaux. Elle va être fonction des choix politiques qui vont être ceux des directions hospitalières. Et donc, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, on peut se voir supprimer une prime. Alors qu'une augmentation de salaire inscrite dans une grille indiciaire, c'est beaucoup plus compliqué de revenir dessus. Et si elle est substantielle, ça transforme aussi un petit peu la vie pour des gens qui gagnent 1 400, 1 500, 1 600 euros de net par mois et qu'on applaudit tous les soirs à 20 heures. Merci Pierre-André pour cette explication et
comme pour beaucoup de sujets, je crois que la santé va être au cœur des discussions et il va falloir encore des mobilisations pour imposer une santé publique qui soit accessible au plus grand nombre et qui ne soit pas soumise aux griffes de la finance. Et encore une fois, merci d'avoir répondu.